Bonjour mesdames, je vous présente Yves Gineste, je suis Rosette Marescotti, nous sommes les concepteurs de la philosophie de l'humanitude et de la méthodologie des soins Gineste Marescotti. Nous allons partager avec vous un moment pour vous parler de la maladie d'Alzheimer et nous, notre objectif, c'est de vous faire comprendre à vous en tant qu'aidants qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment vous allez pouvoir vous occuper de ces personnes que vous aimez dans la sérénité et dans la compréhension. Alors, comme vous le savez très certainement, pour que l'on puisse parler de maladie d'Alzheimer, il faut que l'on puisse observer un trouble de la mémoire, une altération d'une autre fonction cognitive, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, a des hallucinations ou des difficultés de langage, et que l'ensemble de ces deux troubles gênent dans la vie courante ou empêchent le fonctionnement au travail. Donc, pour bien comprendre les déficits observés chez un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, il faut déjà comprendre comment fonctionne normalement notre mémoire. Alors, vous allez vous souvenir peut-être un petit peu de ce cours, tout simplement parce que vous n'êtes pas sourd. Vous allez vous souvenir de notre silhouette, tout simplement parce que vous n'êtes pas aveugle. Autrement dit, la première chose qu'il y a sur une mémoire, c'est qu'elle est alimentée par les sens, le goût, le toucher, l'odorat, etc. Ces informations, et il y en a des milliers d'informations, vont essayer de rentrer dans une autre partie de la mémoire. Cette partie s'appelle la mémoire primaire. Sauf que cette mémoire primaire, elle a des caractéristiques. Et sa première caractéristique, c'est qu'elle n'est capable de traiter que de 6 à 10 informations à la fois, pas plus. Et ça veut dire qu'il nous faut, à l'entrée de cette mémoire, des filtres très puissants. Et par exemple, on vient d'entendre un coq, je ne sais pas, eh bien, ce coq-là, je l'ai retenu, je l'ai laissé rentrer parce qu'il est très particulier. Si ça avait été un autre bruit, je ne l'aurais peut-être pas entendu. Et donc, il y a ici que les informations importantes pour être ensemble, en ce moment, qui vont rentrer dans cette mémoire primaire, mais elle a une autre caractéristique, indépendamment de sa petite taille, une information qui rentre disparaît au bout de 30 secondes à 1 minute. Elle ne peut garder une information que de 30 secondes à 1 minute. Enfin, autre caractéristique très importante, et on va voir combien cette caractéristique est importante dans la maladie, c'est ce que l'on appelle l'attention divisée. Elle nous permet de faire plusieurs choses à la fois. Je peux conduire, écouter Rosette, regarder le paysage en même temps et guetter, voir s'il n'y a pas de radar. Les informations qui sont, oui je sais, les informations donc que vous voulez retenir, heureusement, nous allons pouvoir le faire grâce à ce que l'on appelle des voies de consolidation. Les systèmes de consolidation, consolidation, vont nous permettre de rentrer en mémoire les choses importantes. Par exemple, vous avez voulu vous souvenir du prénom de votre mari la première fois que vous l'avez rencontré, alors que vous avez oublié le prénom de plein de gens. Eh bien, le prénom de votre mari est allé s'inscrire dans ce que l'on appelle les mémoires secondaires. Et ces mémoires secondaires sont elles-mêmes composées de plusieurs mémoires, qui vont être, elles aussi, altérées dans la maladie. La première mémoire, c'est la somme de toutes nos connaissances, c'est le tiroir, si c'était une commode, de la mémoire sémantique. Je sais que Paris est la capitale de la France, je sais que ça c'est un stylo et je sais que ça sert à écrire. C'est de la mémoire sémantique. Nous avons aussi une autre mémoire qui s'appelle la mémoire, en général on l'appelle la mémoire autobiographique. C'est là qu'est inscrite l'histoire de notre vie. Nos souvenirs y sont empilés les uns après les autres, dans l'ordre, de l'enfance jusqu'à maintenant. Le dernier souvenir qui va rentrer dans cette mémoire, pour vous, ce sera cette petite conférence. En dessous, nous pouvons dire qu'il y a aussi une autre mémoire que l'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire de tous les gestes que vous avez appris et répétés depuis bien longtemps. Je me lave, je m'habille, je noue mes lacets, enfin là je n'ai pas de lacets. Il y a tout un tas de gestes qui font partie de ce que l'on appelle la mémoire procédurale. C'est là
qu'est inscrite la manière de faire du vélo, c'est là qu'est inscrite la manière de faire du piano, si vous avez fait du piano. Et enfin, il y a quelque chose qui nous unit tous, qui relie tous les humains ensemble, c'est ce que l'on appelle la mémoire émotionnelle. La mémoire affective ou émotionnelle est une mémoire absolument essentielle, voilà. Mon cœur qui battait lorsque je t'ai pris dans mes bras, l'odeur de ma maman lorsque j'étais petit est inscrite dans cette mémoire affective. Enfin, pour pouvoir vous faire ce petit cours, il faut bien que je prenne dans ma mémoire sémantique en ce moment les informations. Eh bien, ces informations, je vais les faire remonter en mémoire primaire qui va me permettre de travailler aujourd'hui avec vous par ce que l'on appelle des voies de rappel. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, dans les démences de type Alzheimer, puisqu'on parle comme ça de démence de type Alzheimer, nous préférons le terme de syndrome cognitivo-mnésique, moins agressif, eh bien, figurez-vous que n'importe quel élément peut être touché dans cette maladie. Et que chaque élément touché risque d'entraîner des conséquences tout à fait particulières. On va essayer d'identifier tout cela ensemble aujourd'hui. Yves vient de vous présenter les mémoires, comment ça se passe normalement. Maintenant, je vous propose de parler des différentes mémoires et de voir les problèmes qu'il y a dans chaque cas. Commençons par les mémoires sensorielles. Je suis sûre que vous avez des problèmes avec le goût. Grand-maman n'appréciait pas le sel avant. Et à présent, elle en met partout, elle en rajoute, elle sale. Dans tous les aliments, c'est du sel partout. Si votre maman sale beaucoup, c'est normal, c'est parce que le goût est altéré. Elle a de moins en moins de goût et comme quand même manger c'est un véritable plaisir et qu'elle veut du goût, elle va saler. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui s'arrêtent carrément de manger parce qu'ils n'ont plus de goût, ils ne sentent pas, ils ne trouvent pas d'appétence à ça, donc ils vont s'arrêter de manger. Donc vous, il faut que vous sachiez que peut-être en rajoutant quelques épices, ça va les stimuler, leur donner envie et procurer du plaisir. Mais vous remarquerez qu'ils ont du mal à sentir le salé, mais par contre le sucré, ils aiment. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'ils mangent plus de sucré. Effectivement, grand-maman, pour tout ce qui est sucré, elle mange 2 yaourts, 3 yaourts, des desserts à volonté, oui. C'est vrai, effectivement, elle est attirée par le sucré. Et aussi ce problème avec ma grand-mère, donc je peux lui dire 10 fois la même chose, lui répéter, et pourtant elle n'est pas sourde, mais je répète à continu, elle ne comprend pas. Alors forcément, je m'énerve, et je finis par lui attraper le bras, et forcément elle explose de colère. Alors là, on est typiquement dans un problème où on pourrait croire en effet qu'il n'entend pas, qu'il ne vous voit pas arriver, etc. Ce n'est pas un problème d'yeux ou un problème d'oreille, c'est un problème qui va concerner sans doute les filtres de la mémoire primaire ou la capacité d'attention divisée de la mémoire primaire. Regardez, je vais vous montrer quelques images d'un bel exemple. Je me suis rendu compte finalement durant cette formation que tant que je ne me trouvais pas face à elle, dans son champ de vision, Mampuchon ne répondait pas. Donc voilà, en me mettant là, Mampuchon répondait. Comment allez-vous, Mampuchon, aujourd'hui? Vous me prenez tel que je suis? Et ça me fait plaisir. Et comment vous me voyez, Mampuchon? Bien. Bien? Levez la tête, regardez-moi et montrez vos jolis yeux. Elle est mieux que ce matin. Elle est mieux que ce matin, mais je vous trouve mieux que ce matin aussi. Voilà, alors ce que l'on voit effectivement, c'est qu'ici, elle a son attention qui est fixée sur quelque chose, donc je n'existe pas. Si j'aborde par ici, elle risque d'être très surprise, ok? Et non seulement ça, mais en plus, quand je parle à côté d'elle, elle ne m'entend pas. C'est comme si je n'existais pas, étant surdité relationnelle, et donc, il faut que j'aille la chercher, et voilà. Et là, maintenant, vous me voyez. Donc ça veut dire que si je veux rentrer en relation avec vous, il faut toujours que j'aille chercher vos yeux pour vous parler.
Alors en fait, sur ces images tout à fait étonnantes, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je suis à côté d'une personne. Voilà. Je fais de grands gestes, elle devrait me voir, n'importe qui me verrait. Je lui parle fort, elle devrait m'entendre, n'importe qui m'entendrait. Et pourtant, je n'existe pas. Dans son monde à elle, je n'existe pas. Imaginez que je vienne et que je lui dise « Allez, viens maman ». Eh bien voilà, énorme surprise, je n'étais pas là. Tout cela, ça semble venir d'un défaut de fonctionnement de la mémoire primaire, peut-être incapable de faire plusieurs choses à la fois, peut-être cette personne est concentrée sur quelque chose, et à ce moment-là, le seul moyen de rentrer en relation, c'est d'aller chercher le regard, de plonger ses yeux dans les siens, parce que le regard est prioritaire sur tous les autres sens. Avant de lui parler, avant de la toucher, nous aurons des techniques d'approche que l'on verra au cours de cette journée. Alors là, par exemple, elle a les yeux qui sont fixés sur vous, donc je ne donne pas à manger. Voilà, j'attends de reprendre le contact, et si madame ne prend pas le contact, je vais chercher le contact, et voilà. Et je vous donne à manger. Voilà. De la même manière, cette mémoire va nous poser quand même pas mal de problèmes. Ici, les informations que nous avons dans cette salle, elles vont rentrer, elles vont toutes rentrer. Et là, le filtre, qui parfois fait des blocages, comme vous l'avez vu à l'instant, eh bien, parfois il est capable de tout laisser rentrer, ce filtre. Ces informations vont toutes rentrer dans la mémoire primaire, qui elle va être saturée. Comment on va appeler ça? On va appeler tout simplement ça de la surcharge sensorielle. Et cette surcharge, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça va entraîner une forme d'angoisse. La personne sera angoissée au bout d'un moment. Ça n'arrive pas le matin quand elle se lève, hein. Ça va arriver quand? En fin de journée, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées. Et c'est là que l'on va voir ce que l'on appelle l'agitation vespérale. Parce que ces informations très fortes sont arrivées, et la personne, eh ben, ça l'a énervée profondément. Et on va voir des personnes marcher toute la soirée, pendant longtemps, 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 s'agiter, ou bien crier, ou bien avoir un visage extrêmement angoissé. Eh bien, soyez vigilants. Sachez que lorsque ces filtres ne fonctionnent pas et que toutes les informations rentrent, ça entraîne de l'angoisse chez la personne. Lorsque vous avez la famille qui va arriver et que vous allez faire une fête de famille, eh bien, peut-être, soyez vigilants s'il y a trop d'agitation, à préserver votre parent atteint de maladie pour pas qu'il soit justement perturbé par toute cette agitation-là. Pensez à faire des siestes avant que l'agitation vespérale n'arrive, parce que sinon ça sera trop tard. Dans le même cadre de cette mémoire primaire et de l'augmentation de l'angoisse, si je donne trop d'informations à la personne, ben elle va se perdre. On a dit que cette mémoire, elle pouvait contenir de 6 à 10 éléments. En vieillissant et surtout dans la maladie d'Alzheimer, eh bien on pourra en mettre de moins en moins d'informations. Le résultat, si on agit normalement avec eux et qu'on leur dit « Maman, viens, prends ta brosse à dents, je vais te donner une douche, et puis n'oublie pas ta robe de chambre, et puis n'oublie pas tes chaussons », il y a tellement d'informations. Elles n'arrivent pas à toutes les traiter, bouffées d'angoisse, et chaque fois qu'il y a une bouffée d'angoisse, que se passe-t-il? Il y aura un problème, un souci de comportement. Vous donnez une information, par exemple, il vous pose une question, chérie, quelle heure est-il? Vous lui dites, il est 3 heures. 30 secondes après, l'information s'est évaporée, parce que les voies de consolidation fonctionnent très mal ou ne fonctionnent plus. Puisque la vérité, ce qui existe, c'est ce dont on se souvient. Or, il ne s'en souvient pas. Votre mari, la personne que vous accompagnez, ne vous ment pas. Elle dit la vérité. Mais sa vérité, on n'est pas dans la même perception du monde. De la même façon, il va venir vous dire, parce qu'il est un peu angoissé, parce que c'est l'après-midi, quelle heure est-il? Il commence à déambuler, il commence à circuler dans la maison, et vous allez lui dire, mon chéri, il est 3 heures de l'après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi, 30 secondes après, il vous redemande, quelle heure est-il? Mais je viens de te le dire. La seule réponse qu'il ne faudrait pas faire, vous ne le lui avez jamais dit, puisque ce n'est pas rentré dans ses souvenirs. Oui, ça se passe aussi comme ça chez moi. Tonton, dont j'ai la charge, me demande sans arrêt l'heure, tout le temps.
Ça peut être 10, 50 fois dans la journée. Bon, c'est lourd, c'est difficile, c'est fatigant. Donc les voies de consolidation ne fonctionnent plus ou très mal. Le résultat, c'est que quand on va donner une information, quand on va dire quelque chose à la personne que l'on accompagne, hein, chérie, viens, je vais te servir à manger. L'information va cheminer. 30 secondes après, elle peut être complètement oubliée. Alors vous avez installé votre mari à table ou votre papa, et 30 secondes après, il est déjà en train de partir. Parce qu'on n'a pas mis d'assiette, parce qu'il n'y a rien qui lui dit que c'est l'heure de manger, et que notre information ne peut pas être retenue. Imaginez une situation où le matin, vous allez aider votre parent à prendre sa douche. La douche, elle n'est pas à côté de la chambre. Il faut faire peut-être, vous avez un grand appartement, on va dire, il faut faire 50 mètres. Vous allez dire à votre parent, allez, prends tes lunettes, n'oublie pas ta brosse à dents et tes pantoufles. Aïe, 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 il y a beaucoup trop de choses, l'angoisse risque de monter. Bon, allez, imaginons que si on avait dit juste les pantoufles, elle les aurait prises à la main. On va aller à la salle de bain, mais une fois qu'on est arrivé à la salle de bain, imaginez que vous commenciez à déshabiller tout de suite la personne sans lui rappeler qu'on va prendre la douche. Vous, dans votre tête, c'est clair qu'on va prendre sa douche. Mais pour lui, ça n'est pas clair du tout. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Très probablement, il a oublié. Donc, si vous déshabillez tout d'un coup une personne qui ne sait pas qui va se doucher, c'est quand même pas quelque chose de normal. Il faut enlever le pantalon, je vous aide. M'inquiète, je m'inquiète, je t'ai vite. Ça y est, ça y est, ça y est. Regardons ces images qui vont nous montrer le fonctionnement de la mémoire primaire qui ne peut pas retenir une information. Madame Imbert, Oui, regardez-moi, je m'appelle Yves. oui. Vous me le dites? Dites-moi, Yves. Je m'appelle Yves. Yvon, Yves. Yves. Oui. Alors, on va attendre 10 secondes. Voilà. Il faut que le temps passe un peu. Comment je m'appelle? Et non. Vous ne le savez pas? Je m'appelle Yves. Yves. Oui. Alors j'attends 10 secondes. 15 secondes. Je ne sais pas. Eh oui. Bon anniversaire. Merci. Comment je m'appelle? Et je te regarde. Non. Vous ne savez pas, hein? Mais oui. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je suis un ami. Vous êtes adorable. Qui ça? Vous êtes adorable. Ah. Et joyeux anniversaire. Pour moi? Oui. Ah, ben, je ne me rappelais pas. Hein. Ah ben voilà. Nous allons maintenant nous intéresser aux mémoires secondaires. Et là, tout de suite, intéressons-nous au premier tiroir, qui est le tiroir des mémoires sémantiques. Eh bien, nous allons nous rendre compte que dans ce tiroir des mémoires sémantiques, progressivement, vous allez avoir des trous. Ça veut dire quoi, des trous? Ça veut dire que la personne, eh bien, elle va perdre certaines notions. Qu'est-ce que c'est les mémoires sémantiques? Ce sont les connaissances que nous avons. Je sais que Paris est la capitale de la France. Je sais aussi qu'un tire-bouchon, eh bien, ça sert à ouvrir une bouteille. Donc, vous voyez, c'est ces connaissances-là qui vont disparaître progressivement, pas toutes forcément. Alors, en revanche, soyons vigilants. Dans la progression de ces sortes de pertes dont je vais vous parler, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde de la même manière. Bien évidemment, ce sont des exemples. Ce que nous souhaitons faire, c'est vous parler d'un maximum d'exemples pour que vous puissiez revoir ce qui se passe avec vos parents, avec vos amis, avec les personnes qui ont ces problèmes-là. Vous avez rencontré des problèmes vous-même? Moi-même, j'ai été confrontée à ce problème. Mon mari, tous les matins, va chercher le pain à la boulangerie. À cet effet, je lui mets la monnaie sur le buffet. Mais profitant de mon absence, il a pris un billet de 5 € dans le tiroir. La boulangère était surprise de voir qu'il venait à cette somme. On aurait appelé pour me demander ce qui se passait. Heureusement que je la connaissais. Et maintenant, je suis
ennuyée parce que je ne sais plus où mettre l'argent pour éviter qu'il y ait récidive, quoi. Un des problèmes, des principaux problèmes que l'on rencontre en principe dans les troubles de la mémoire sémantique, c'est le problème de l'argent. Regardez, un chéquier, eh bien, on sait que ça sert à faire un chèque, donc à donner de l'argent. Eh bien, vous pouvez avoir une personne qui va avoir un chéquier, il ne saura plus le remplir, il ne saura plus à quoi ça sert, pourtant il saura peut-être que c'est un chèque. Un autre problème que l'on va éventuellement rencontrer, mais celui-là vraiment très fréquent, c'est les personnes qui confondent des mots, qui disent un mot à la place d'un autre. Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre de choses? À chaque fois que ma belle-mère veut aller dans son fauteuil, elle me parle d'écureuil. Écureuil, écureuil. J'ai mis du temps à comprendre qu'elle parlait simplement de son fauteuil. Alors, on va regarder quelques images sur ces altérations de la mémoire sémantique qu'on a pu filmer. Vous allez voir comme c'est net. Moi, j'ai vu hier soir encore. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu hier soir encore? Il y a plein de lapins qui étaient en train de se sur la chaussure. Vous avez vu des lapins? J'ai dit, oh, il y avait toute une nichée de lapins. Il y avait toute une nichée de lapins? Oui, Ben, il y en a ici dans le jardin. Alors, c'est ma chère maman, je te souhaite. Aujourd'hui, on est le 11 janvier. Aujourd'hui, Le 11 janvier. C'est votre anniversaire, hein? ma chère maman, je te souhaite un joyeux anniversaire et de t'embrasser. Michel. Mais C'est maintenant, gentil. me direz qui c'est Michel? C'est votre fils, Michel. Ben oui, mais depuis quand? Regardez cette dame qui est en train de manger une tomate. Sur cette tomate, il y a du persil. Regardez comme elle enlève le persil de la tomate. Eh bien, pourquoi elle enlève le persil aussi consciencieusement? Parce qu'elle pense peut-être que c'est du moucheron. En tous les cas, elle ne reconnaît pas le persil. Pourtant, cette dame a toujours mangé des tomates avec du persil. C'est pas qu'elle n'aime pas le persil. Le persil n'est pas bien identifié. Continuons à regarder la scène et on va se rendre compte que lorsqu'on lave la tomate, eh bien cette dame va manger tout simplement sa tomate sans le persil. D'autres images, regardez cette dame qui tente de reconnaître les animaux qui lui sont présentés et vous voyez, elle a des difficultés à les reconnaître. Il a 4 œils. Il a 4 œils. Où ils sont les yeux? Les yeux? Oui, vous me dites qu'il a 4 œils. Montrez-moi Les yeux. Tout ça? Ou est-ce que vous en comptez 4? Comptez-les-moi. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la queue. Ça, c'est la queue. Et ça, c'est quoi? C'est la queue du chien. C'est la queue du chien. Et ça, c'est le corps du chien? Non, c'est la queue, hein? C'est la queue? Le chien, il a une grande queue comme ça? Ben, oui, on dirait. Hein. Eh ben, L'erreur serait de lui dire « mais enfin, tu vois bien que c'est un serpent ». Bien sûr, là, l'angoisse va monter pour elle très rapidement. et celui-là? Celui-là, il n'est pas vieux, hein? Il n'est pas vieux, celui-ci. Il est jeune. Alors, à quoi vous le voyez qu'il est plus jeune, celui-ci? Celui-ci, Quelle est la différence, alors? c'est un homme. C'est un homme. Un homme. Je ne sais pas, dites-le-moi. Il a des jambes? Où sont ses Non, jambes? mais c'est une queue, ça. C'est une queue. Oh oui. Elle est longue, hein? C'est la queue d'un homme? La queue d'un chien. Ah, la queue d'un chien, d'accord. Et son corps, il est où? Son corps, ben, il est là. Ça, c'est le corps. Alors, il a un tout petit corps et une grande queue. Une queue. Et sa bouche, alors? Et sa bouche? Sa bouche, eh ben, elle est là, la bouche. La bouche, elle est là. Et D'accord. ça, c'est le côté de la pièce, Les côtés de la pièce. de la chambre. Les côtés de la chambre. Et est-ce qu'on en a un petit chien par ici? ça? Non, on va le regarder, Mathilde. On va le regarder. Qu'est-ce qu'il y a de vous? Alors, ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est une toilette. Une toilette?
Ça, c'est pas les pattes et la tête, avec la carapace? Ah, c'était la tête d'un chien? Non, c'est une tortue. Ah, oui. Alors ça, c'est la tête et ça, c'est la queue. Voilà, et ça, c'est les fesses. Les fesses. Et les pattes, elles sont où? Sur ces autres images, on voit une personne qui ne mange pas tout simplement parce qu'on lui a présenté des couverts et qu'elle ne sait plus s'en servir, elle ne reconnaît pas ces couverts. Regardez. Il suffit de lui présenter l'alimentation de façon différente pour qu'elle puisse manger avec les doigts toute la nourriture sur des toasts et la personne s'alimente toute seule. Ça y est. Vous voulez en fermer encore un peu? Marlène. Dans les deux cas que nous avons vus, eh bien, nous pouvons être face à des personnes qui peuvent s'arrêter de manger. Et nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut donc trouver des solutions adaptées. De la même manière, il peut arriver que les personnes ne reconnaissent pas les visages, ne vous reconnaissent pas ou ne se reconnaissent pas. Regardez ce monsieur qui ne reconnaît pas son épouse. Oh, venez avec moi, je vais vous... Bonjour, maman. Ah, vous l'avez? Ça va. Bon, qui est-ce? Ma belle-mère. Ah, venez avec moi. Ma belle-mère, mais pour moi, c'est ma mère. Ah oui, parce que vous êtes très proche d'elle. Oui. Ben ça vous empêche pas de... Ah, maman. Ou cette personne qui ne se reconnaît pas dans le miroir. Madame Béton, qui c'est qui est dans la glace? Je sais pas moi. Ça vous gêne quand vous voyez cette personne dans la glace? Ou ça vous est égal? Je connais pas. Je connais pas tout le monde. Ah ben c'est normal que vous ne connaissiez pas tout le monde. Quand un conjoint n'est plus reconnu par son mari ou par sa femme, il peut être profondément blessé par cette chose-là. Madame Thépaut, quand votre mari ne vous reconnaît pas, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Maintenant, je pourrais dire que je prends ça un peu, pas la rigolade quoi, mais je laisse passer. Oui. Parce que je me dis, c'est pas la peine de dire des choses qui sont méchantes ou des choses comme ça, c'est pas la peine. On peut pas. Ça sert à rien. Oui. Alors la seule chose, c'est que je lui dis, alors tu me fais pas une bise, ou tu te rappelles pas que je suis ta femme, ou tiens, c'est Gisèle que tu retrouves. Bon, voilà. Et avant, au début? Ah, avant, des fois je disais quand même, tu me reconnais pas. Ça venait du plus profond, quoi, si on veut. C'était difficile. Oui, un peu plus, oui. Il faut donc savoir que c'est une évolution, mais ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on vous expliquera plus loin, c'est que si vous n'êtes pas reconnu intellectuellement, sur le plan du cœur, vous êtes imprimé dans les émotions de la personne, dont vous vous assistez comme personne la plus importante. Mais c'est vrai qu'il peut intellectuellement ne pas vous reconnaître. Le soir, maman veut toujours aller chercher les enfants à l'école. 85 ans. 65, il y a longtemps que j'y vais plus à l'école. Maintenant, j'arrive que je ne sais plus quoi lui répondre. Et que faire pour l'arrêter? Elle s'habille hein, pour partir à l'école. Votre question, madame, va me permettre justement de parler du deuxième tiroir de ces mémoires secondaires, qui est donc les mémoires autobiographiques. C'est le tiroir que nous appelons aussi des mémoires chronologiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Eh bien, il y a tous les souvenirs que les personnes accumulent depuis leur naissance jusqu'à leur état présent, ou tous les souvenirs qu'ils ont accumulés.
Lorsque la personne s'angoisse, elle va se réfugier dans ce qu'il y a de plus fort pour elle, de plus présent et qui lui tient le plus à cœur. Et bien sûr, ces souvenirs-là, ils sont et en général loin, très loin. C'est ce que nous appelons le plongeon rétrograde. Eh bien, justement, madame, on a beaucoup d'images que nous avons pu tourner et qui sont tout à fait étonnantes. Gertrude. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous me reconnaissez? Oui, le porteur de bijoux. Je suis Yves. Si. Oui, je suis un ami, je suis Yves. Gertrude, je voudrais vous poser une question. Oui, laquelle? Quel âge vous avez, Gertrude? 18 ans et demi. Vous avez 18 ans et demi? Mais c'est comme ça. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai quel âge pour vous? Ah, plus vieux? Oui, plus vieux, oui, mais c'est pas un problème. C'est dommage. C'est dommage, mais non, l'âge, c'est pas un problème. Il faut bien. Voilà. Vieillir, c'est le seul moyen de vivre. Allez, je vous dis au revoir, Gertrude. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dites-moi, Biot, qui c'est? C'est moi. Ah, d'accord. Mais il y en a d'autres aussi que moi. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hein. Vous, votre prénom, c'est? Léon. Léon. Et votre nom? Marie. Voilà. Et le nom de famille? Si je dis Biot. C'est une Biot, en tout cas. Oui. Alors, comment je vous dis? Au revoir, Madame Vrignot, ou au revoir, Madame Biot? Biot. Ah. Biot. D'accord. Au revoir, Madame Biot. Au revoir, Monsieur Biot. Au revoir. Vous avez de l'humour. Je vous reviendrai quand même. Hein. Ah oui. Moi, c'est Yves. Yves? Oui. Yves. Alors, vous voyez, sur toutes ces images qu'on vous a montrées, une dame ne se souvient plus de son nom de femme mariée. Une autre a 18 ans et demi. Elles ne mentent pas. Elles sont dans cette réalité à ce moment-là. Mais bien évidemment, madame, nous n'avons pas répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il faut dire à cet instant présent? C'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on a envie de dire, mais enfin, maman, j'ai 40 ans, je suis grande. Dites-vous que quand vous lui dites ça, vous allez l'angoisser, parce que votre présent n'est pas son présent. En revanche, ce que vous pouvez faire à cet instant présent, c'est peut-être lui parler de vous. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous partagiez ensemble, ces bons moments? Vous avez des souvenirs avec votre maman. Parlez de ces souvenirs d'enfant. Vous allez la voir se calmer, très probablement s'apaiser, et peut-être même qu'elle va revenir dans la réalité en vous disant « C'était bien quand même cette époque-là ». Vous avez fait la sieste cet après-midi? Jamais. Vous n'avez pas fait la sieste? Jamais. Attendez, que je vous essuie ces larmes là. Allez, montrez-moi votre visage. Oh, oui, mais ça te fout la trouille surtout. Bah oui, Qu'un vous homme avez dû rentre comme ça là-dedans, et puis là maintenant, je dors pas ce soir, et j'ai pas de drap. J'aurai des draps, encore je rechangerai et je referai les lits. J'ai même pas les draps pour les changer. Alors ce soir, qu'est-ce que je fais? On va voir ensemble? On va voir toutes les deux? Viens. Allez, on va voir. Alors racontez-moi, Voilà. ma chère amie, Oui. où c'est que vous êtes née, vous? À Paris. Vous êtes une Parisienne? Oui. Eh bien, viens voir, tu vas voir. Allez, et vous avez des photos à Paris? De Paris, chez là-bas, dans votre chambre? Oui. Ben, vous allez me montrer ça, hein? Madame Copier. Oui. Allez, on va casser la croûte. Oui, mais ne me dis pas madame, dis-moi Dédé. Dédé. Voilà. Dédé. Parce que je m'appelle Dédé, André. André ou Dédé? André, mais Allez. André c'est Dédé. Allez. En Dédé. français, hein. Eh ben oui, Dédé. Regarde. Qu'est-ce que vous Je faites? suis en train de me tirer ça, ils vont croire que je... Dites-moi, Dédé, vous êtes une bonne cuisinière? Avec un accent comme le vôtre, je suis sûre que vous êtes une bonne cuisinière. Oui, mais j'ai perdu maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez? Je sais Très pas. bien. Je sais Le pas. couscous?
Le couscous, tu l'as fait le couscous? Moi, je ne sais pas le faire, mais dites-moi comment vous le faites. Oui, non, Vous vous rappelez pas? On l'achète maintenant? On l'achète tout fait. Oh. Alors, vous avez compris les problèmes de cette mémoire autobiographique et ce que cela entraîne. Eh bien, figurez-vous qu'on a les mêmes types de problèmes avec l'autre mémoire dont on avait parlé tout à l'heure, c'est la mémoire procédurale. Souvenez-vous, procédurale, voilà. Souvenez-vous, la mémoire des savoir-faire, des choses que l'on a appris et répétées. L'enfant va apprendre à se mettre debout, à s'habiller, à manger. Plus tard, il apprendra à faire du vélo. Plus tard, il apprendra peut-être à faire du piano. Eh bien, figurez-vous, lors d'une atteinte dans les maladies d'Alzheimer, eh bien, on va à ce qu'on appelle une rétrogénèse, les savoir-faire, des gestes répétés et qui vont progressivement se perdre, éventuellement, plus ou moins suivant les personnes. Les gestes qui restent les plus, ce sont les gestes qui ont été les plus répétés. C'est comme ça chez moi. Elle défait et refait sans arrêt tout le rangement dans les placards. Quel était son métier? Elle travaillait dans un hôtel. En fait, elle travaillait dans la lingerie de l'hôtel. Quand votre belle-mère range comme ça les placards en permanence, eh bien vous voyez, c'est un geste procédural qu'elle a appris, qu'elle a surappris et qui est lié à son métier, à l'ancienneté de son métier. C'est un geste qui la rassure à ce moment-là. Remarquez qu'elle fait ça souvent quand elle a un peu d'inquiétude, elle va faire ce geste-là. C'est important pour nous de savoir qu'elle a des gestes qu'elle peut répéter comme ça parce que ce geste qui s'appelle de la persévérance, pendant qu'elle fait ça, elle ne peut pas faire autre chose. Et bien parfois, vous allez voir, nous on va l'utiliser dans des situations pour justement nous permettre de faire autre chose. Et d'apaiser les gens. Et d'apaiser tout simplement voilà, les personnes. Tout simplement. Je suis en train de la filmer. Elle est un peu désemparée, elle est perdue. Depuis tout à l'heure, on la voit errer d'un coin à l'autre. Elle fait le signe de la croix. Elle a quand même un visage un peu angoissé. Cette dame s'est calmée très rapidement. Nous lui avons donné une pelote de laine et elle, qui adorait tricoter, est rassurée par cette activité qu'elle a pratiquée toute sa vie. Voyez-vous, Laurette, votre maman se rassurait en défaisant et en refaisant en permanence les armoires chez vous. Mais si j'avais su cela, je ne me serais pas énervée à la voir faire et défaire sans arrêt ce linge dans les placards. Alors, on a plein de mauvaises nouvelles jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a vu que les mémoires s'abîment dans cette maladie. Eh bien, figurez-vous que si toutes ces mémoires-là s'abîment, il y en a une, la mémoire affective, les mémoires émotionnelles, sur laquelle on va pouvoir compter et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc, les mémoires affectives, on va marquer comme ça, voilà, et je vais donner la parole à Rosette pour que tu expliques un petit peu ça. Je fais le schéma, si tu veux, Rosette. Allez, ça marche. Regardez comment ça va fonctionner, comment cette mémoire affective, elle va se remplir. Vous avez une perception, par exemple, vous voyez quelque chose. Cette perception-là va rentrer dans une zone du cerveau qui s'appelle le thalamus. Le thalamus, c'est un organe, un centre de relais. L'information va être dupliquée. Une information qui va partir très vite vers une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Attention, ce n'est pas celle que l'on a dans la gorge, c'est dans le cerveau. C'est vraiment la zone privilégiée pour parler de cette mémoire émotionnelle. C'est la mémoire émotionnelle. Cette information arrive très vite dans l'amygdale. C'est à Ferrari, ça va très très vite. Ensuite, l'information, elle arrive plus lentement dans une zone du cerveau qui est censée traiter, modifier par rapport aux réactions que l'on peut avoir vues. Là, c'est vraiment la 2 chevaux, ça prend du temps. Pour que vous compreniez ce qui se passe, je vous décris une situation. Imaginez que je sois dans la forêt et que je veuille aller chercher des champignons. Je vais chercher des champignons, j'ai mon petit sac, je me penche pour ramasser 2 champignons et puis tout d'un coup, je me mets à crier, je commence à transpirer, j'ai mon palpitant qui bat très fort, je suis prête à partir. Puis tout d'un coup, je dis que je suis bête. C'est un bout de bois. Je me baisse, je ramasse les champignons et j'ai oublié la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai cru que ce bout de bois, eh bien, c'était un serpent. Regardez ce qui s'est passé. J'ai vu
un serpent au lieu de voir un bout de bois. Mon amygdale, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Danger. Donc, hop, réaction immédiate provoquée par l'amygdale. Quand l'information est arrivée au niveau du cerveau, que l'image elle a été traitée, etc., etc., on me dit ce n'est qu'un bout de bois, et hop, la situation se rétablit. Et bien évidemment, ben, j'ai oublié avoir vu un serpent, j'y pense même plus, je ramasse mes champignons, je suis très contente. Imaginez maintenant que la personne elle ait des difficultés à analyser la situation. Eh bien, l'information, elle va arriver ici au niveau de l'amygdale. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que je me mettais à crier, j'ai mon palpitant qui bat très fort. Quand l'information va arriver au niveau du cerveau, si elle ne peut pas être traitée correctement, eh bien, je reste dans la peur. Voilà comment ça peut se passer. Donc, vous comprenez bien que plus je mets des informations désagréables, eh bien, plus je vais rester dans des situations où je vais m'angoisser, tout simplement. Donc, je vous dis que les situations peuvent être angoissantes. Mais imaginez là tout d'un coup qu'on mette des informations positives. Peut-être qu'on va apporter un sacré bien-être à la personne. Alors en fait, ce que nous explique Rosette, c'est qu'il y a deux traitements d'une information, comme quand par exemple vous posez la main sur l'épaule de votre conjoint. Un traitement instantané ou quasi instantané qui est un traitement émotionnel. Et ce traitement émotionnel, il vous dit j'aime ou j'aime pas. C'est bon ou ce n'est pas bon. Puis ensuite, le traitement cortical va vous dire ah, c'est la main de mon mari, elle est douce, je l'aime bien, je le reconnais. Et ce traitement, c'est le traitement cortical. Voilà. Le traitement émotionnel est toujours prioritaire dans un traitement d'information. Lorsque j'ai vu arriver des aides-soignants à la maison, j'étais contente parce que vraiment, ça se passait bien, ça se passait plus vite en tout cas qu'avec moi. Mais j'ai remarqué aussi qu'avec certaines personnes, le contact n'est pas le même. Hein. Maman a des réticences, on dirait presque qu'elle est agressée, elle ne veut pas aller à la salle de bain. Des fois, ça ne passe pas. Votre observation est parfaitement juste. Une aide-soignante passe très bien. Une autre, ça se passe mal avec elle. Les soignants disent comme vous, Nicole, voyez. Elle nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Elle est très difficile à manipuler. Elle ne peut pas nous aider parce que, ma foi, c'est très raide, très résistant aux manipulations. Donc, il faut la laver, il faut l'alimenter. Même avec nos soins, on a beaucoup de mal à lui dérédire les doigts. Peut-être qu'il y en a une qui, d'une façon consciente ou inconsciente, a développé des manières de se présenter, des manières de faire, des techniques, qui font qu'effectivement, elle est reconnue comme un être bienfaisant, quelqu'un qui va faire quelque chose de merveilleux, parce que, je vous le rappelle, cette mémoire imprime jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous avons essayé de développer des techniques dans ce que l'on appelle l'humanitude, qui sont des techniques d'une extrême douceur, d'une extrême tendresse, qui vont nous permettre de garder ce lien émotionnel, parce que je vous le rappelle, ce qui unit des êtres, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la beauté, c'est une relation d'émotion à émotion. Et nous affirmons avec Rosette que les émotions positives qui nous lient en humanitude les uns avec les autres, nous pouvons les garder jusqu'au bout. Vous avez goûté? Madame Brunel, vous avez goûté? Ah, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà. Vous me nettoyez? Vous me brossez l'épaule? Mais je Mais vous êtes très gentil. Regardez, moi je vous trouve adorable. Voilà. Moi, je vous aime bien. Moi je vous aime beaucoup. C'est bien. Tiens. Ne fais pas une fête pour moi. Bon, mais je ne vais pas faire la fête. Je vais vous laisser travailler, d'accord? Ah, vous voulez? Hein? Regardez. Je vais vous laisser travailler. Vous voulez bien? Oui.
Voilà. Dans notre méthodologie, nous utilisons 3 piliers relationnels qui vont justement permettre de maintenir ces liens d'humanitude. Ces 3 piliers sont le regard, la parole et le toucher. Et bien sûr, ces piliers relationnels, il va falloir qu'ils soient chargés de toutes les émotions positives, c'est-à-dire ces beaux regards que vous avez reçus toute votre vie, qui vous ont fait vibrer, ces paroles qui sont douces, qui sont tendres, que vous aimez entendre, et puis ces touchés qui sont pleins de tendresse. Et là, ils vont se charger dans notre mémoire émotionnelle et parler avec émotion positive aux personnes dont vous vous occupez, dans la tendresse, dans l'amour, dans la chaleur, bref, dans ce que vous avez envie de transmettre. Mais sûrement pas des notions d'agressivité désagréables. Lorsque je regarde quelqu'un un peu énervé, bien la personne, elle ressent que je suis énervée. Et dans ces émotions, ça s'inscrit comme un énervement. Alors, dans l'outil que nous avons développé, après 30 ans d'expérience de terrain, que l'on appelle la capture sensorielle, il y a une étape dont on voudrait vous parler, c'est l'étape des préliminaires. Des préliminaires à la rencontre. Cette étape-là, elle dure une quarantaine de secondes. En 40 secondes, on arrive à apaiser quasiment 9 comportements difficiles sur 10. En 40 secondes. Et c'est une approche très particulière que nous vous proposons. Alors on va lancer encore quelques images. Je m'occupe d'une dame qui nous pose beaucoup de problèmes par rapport à ses rétractions, surtout au niveau des membres supérieurs. Lors des toilettes et des manipulations, on ne peut vraiment pas lui écarter les bras, par exemple, pour le laver sous les bras. Virginie, vous m'avez exprimé les difficultés que vous avez avec cette dame. Elle se rétracte, elle semble avoir peur de nous. Alors on va travailler une technique d'approche très particulière. On va essayer de travailler ensemble. D'accord. Ok ? Allez, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, c'est Yves. Je viens vous voir ce matin. Je suis venu, je vous ai vu hier soir. Vous m'avez fait un beau sourire. Oh, le sourire, il commence. Voilà, je vais m'occuper de vous tout doucement. Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Voilà. Allez. Alors, je suis venu avec Virginie, et Virginie va se mettre là. Et donc, on va s'occuper de vous. Je vais lui montrer comment prendre soin de vous le mieux possible. Bon, Virginie, tu baisses la barrière, s'il te plaît? Voilà. Vas-y. Regardez, Virginie. Ce beau sourire, vous le connaissez? Voilà. Doucement. Alors, tu vois, là, je suis dans une phase que j'appelle les préliminaires. C'est-à-dire que pendant un petit moment, nous restons ensemble 30-40 secondes avant de commencer. D'accord? Voilà. Vous allez venir doucement. On va monter suffisamment haut. Encore un petit peu. Voilà. Allez, c'est bon. Alors Virginie, on va découvrir juste un petit peu, madame. Je vous découvre un tout petit peu. Voilà. Oh là 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 là. Je sens que vous êtes bien contracté. Regardez, je vais vous toucher tout doucement avec ma main. Tout doucement. Donc tu vois, ça fait partie de ce qu'on appelle la capture sensorielle. Hein? C'est-à-dire que doucement, je vais... Hop, vous ouvrir le bras, alors jamais en pince, d'accord, jamais, mais toujours tout doucement par en dessous. Je force pas plus qu'un enfant de 5 ans. Je mets ma main sur son épaule et doucement vous allez ouvrir votre bras. Là, regarde Virginie, le bras il s'ouvre. Là, je force pas plus qu'un enfant de 5 ans. Avec la force d'un enfant de 5 ans. Alors vous voyez, vous prenez confiance et tout s'ouvre. Oui, vous voulez bien me donner votre bras? Voilà, je ne vais pas commencer une toilette avant de... Voilà, allez, tendez le bras, madame. Doucement, doucement. Oh, mais c'est fantastique, regardez. Ça vient tout seul. Voilà. Vous ouvrez doucement, j'appuie doucement, tout doucement, je caresse ici, là, à l'intérieur. Voilà. C'est bien. Vous me donnez la main, madame? Voilà, jamais il faut forcer. Hein. Voilà, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts.
Et regarde les mains comme elles s'ouvrent. Tu n'as jamais vu les mains ouvertes comme ça, hein? Jamais. Voilà, et tu vois, et ça m'a pris 1 minute. Et maintenant, on va pouvoir faire une toilette facilement s'il le faut, tu vois. Dites-moi, Madame Dubois, on peut commencer à faire votre toilette? Oui? Alors on y va. Vous me parliez d'un petit problème, d'un petit souci que vous avez. Oui, quand je veux changer de lieu ou quand on quitte la table du repas par exemple, quand je recule le fauteuil, j'ai l'impression qu'elle est surprise, qu'elle a peur, elle sursaute. Et ça l'inquiète? Ça l'inquiète, sincèrement, oui. On le voit sur son visage, elle se renferme et ça devient difficile par la suite. Alors c'est normal parce qu'on la surprend. Parce que tout d'un coup, elle ne sait pas qu'elle va reculer tout simplement. Donc il faut faire une approche. Hein. C'est ce que l'on appelle les préliminaires. On va arriver face à madame, dans son champ visuel. Vraiment, il faut passer de face, vraiment dans son champ visuel. On va la regarder, se mettre à sa hauteur et ne pas intervenir tant qu'on n'est pas sûr qu'elle nous a capté, qu'on est là, présent avec elle. Et ensuite, on lui dit ce que l'on va faire. Hein. Je vous montre et puis vous essayez. Ça marche? Ça marche. Allez. Bonjour Madame Roche. Bonjour. Comment ça va Madame Roche? Mais bon, elle voit que tes mains sont pas fraîches. Hein? Elles sont pas fraîches mes mains. Elles sont un petit peu fraîches mais mon cœur il est chaud. Vous allez bien? Vous allez bien Madame Roche? Oui, ça va, ça va. Bon. Oui. Vous savez ce que je vais vous aider à faire tout de suite? Oui. Je vais pousser le fauteuil, hein, je vais passer derrière vous, je vais pousser le fauteuil et je vais vous emmener à la salle à manger. D'accord? D'accord. Allez, on y va. Allez. Regardez, j'enlève les freins des deux côtés, comme ça. Alors on va aller dans la salle à manger. Allez, je passe derrière vous tranquillement et on y va. Et voilà. Ça y est, c'est fait, on est prêt à partir, on y va. Allez, on y va. On y va, tranquillement. Et bien voilà, je vous propose d'y aller. Il ne me reste plus qu'à prendre le petit bébé si elle est d'accord. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de rentrer dans son champ de vision, de la regarder bien dans les yeux et de ne pas commencer une action tant que vous n'êtes pas sûr qu'elle est avec vous. D'accord? On va essayer. Tu viens avec moi? Je vais avec Rosette. Gertrude? Coucou Gertrude. Vous voulez bien qu'on aille à la salle à manger? Oui. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Oui, on peut y aller alors. Oui. Ah oui, sinon on ne vient pas, hein? Ah ben non, sinon on ne vient pas. Ben non, hein? Eh ben non. Je défais les freins du fauteuil et on y va alors. Hein? La fille, tu ne mets pas le fauteuil. Oui, on y va? Avant les choses? Eh ben oui. Avant. Ah. Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Pichon. Bonjour. Bonjour Madame Pichard, comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Vous me voyez? Il faut que je marche. Il faut que vous marchiez Madame Pichon. Hein? Comment ça va? Hein? Vous me faites un petit sourire? Un petit sourire. Allez, vous me prenez par le bras? Prenez-moi par le bras. Vous me prenez par le bras? On va marcher toutes les deux. Je vous emmène à la salle à manger. Regardez, on va aller par ici et je vais vous emmener à la salle à manger. D'accord? On va marcher un peu? Hein? On va marcher un peu? On va sortir? Pourquoi tu veux pas aller dehors? Tu veux pas aller dehors? Tu peux pas? On va marcher un peu, maman? Non! Pourquoi? Il faut marcher. Alors vous voyez sur ces images, cette dame qui aborde sa maman par derrière, qui la surprend et qui n'arrive pas à la faire sortir. D'ailleurs, elle nous dit « je n'arrive jamais à la sortir, ma maman ne veut pas sortir ». Votre maman a refusé de venir. Une des erreurs, c'est que vous êtes passé par derrière, elle ne vous a pas dans son champ de vision.
Donc ce que je vais vous demander de faire tout de suite, c'est de rentrer dans son champ de vision, donc de passer devant elle, de vous mettre à sa hauteur. Vous allez lui parler avec un grand sourire en étant près d'elle, en lui montrant tout l'amour que vous avez pour elle, avec un regard qui est long, qui est proche, qui est profond, qui est très sincère, mais ça, il est de toute façon sincère. Vous allez lui dire que des mots positifs, d'accord? Oui, oui. Et ensuite, vous lui demanderez de venir se promener avec vous. Moi aussi, j'ai passé ici tout à l'heure? Oui, je suis venue te voir aujourd'hui. Ah bon? Pour passer un moment avec toi. Oui, ce matin, je suis venue. Ah bon? Cet après-midi. Je ne me rappelle pas. Oui, oui. Ah bon? Oui. Mais tu veux me faire plaisir, on va marcher un peu? Non? Oui. Le soleil s'est couché. Non, il faut sortir. Un peu? Pas trop loin. D'accord. Très bien. Allez, on va le faire. Et ta famille, comment elle est? Tu me fais plaisir, c'est gentil. Hein? Ils vont bien? Très bien, tout le monde va bien. Tu as 2 filles? Oui, 2 filles. 2 filles? Oui. Elles vont à l'école? Elles vont à l'école. Elles ne travaillent pas? Ben, il y en a une qui travaille. Il y en a une qui travaille? Oui, oui, je me suis trompée. Ah bon? Oui. Il y en a une qui travaille et il y en a une qui va à l'école. Une qui a 18 ans. Ton mari va bien? Mon mari va très bien. Très bien. Et toi, tu vas bien? Oui, il y a des jours où je suis un petit peu fatiguée. C'est la vieillesse. C'est les années qui sont... Je suis plus de 80 ans. Oui, tu as même 88 ans en plus. 88 ans. Comment je sais pas? Parce que je suis... je suis ta fille. Je suis ta fille. Allez, viens, on va se promener un petit peu. Un petit tour, on a dit qu'on faisait un petit tour. Voilà. Allez. Ah, c'est ouvert là-bas. Très bien, on va pouvoir marcher un peu là-bas. Regarde. Là-bas? Oui. Alors, imaginons que vous ayez un soin qui soit obligatoire. Il faut à tout prix que vous l'aviez, votre papa, votre mari, et qu'il ne le veut pas. Si on le branche sur un souvenir fantastique, si on le branche sur quelque chose qui est très très fort en mémoire émotionnelle, que va-t-il se passer? On va peut-être pouvoir lui faire le soin sans même qu'il s'en rende compte. Il ne s'agit pas de tricher. Il s'agit d'éviter de la souffrance chez les personnes. C'est l'incapacité d'attention divisée. Cette dame est occupée par quelque chose et elle est incapable, elle n'y arrive pas à s'occuper de plusieurs choses à la fois. Puis vous voyez, oui, impeccable, c'est super. Voilà, là vous faites bien en vert. Ok. Et là? Et là, ben allez-y aussi. Dans les deux. Ça va être drôlement joli, hein? Non? Ah bon? Oui. Regardez bien vert, là, vous appuyez bien. Voilà, regardez comme vous appuyez bien, là. Là. C'est très très bien, voilà. Et je vous donne un rouge maintenant. Un rouge? C'est beau? Pour qui? Eh bien pour celle-là, madame, regardez. Là? Là, tenez. Vous changez le crayon. Voilà. Et vous faites ici, là, juste là. Là. Là? Oui, impeccable. Là? Oh, dedans, hein, dedans. Ah, dedans. Eh oui, dedans. Impeccable, regardez. C'est magnifique, c'est super. Voilà, voilà, voilà. Il y a 3 types de stratégies de diversion. La première, on s'appuie sur l'histoire de vie de la personne pour en extraire des moments positifs. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Et aussi, vous avez vu l'autre jour, quand elle vous cherchait, vous étiez parti, je ne sais plus trop, dans le jardin, et qu'elle vous cherchait, elle commençait à s'inquiéter. Je suis venue à côté d'elle, puis je lui ai parlé de quand elle travaillait à la mairie. Vous m'aviez raconté sa vie à la mairie, parce qu'elle était adjointe au maire pendant deux mandats. Hein. Et ben ça c'est une autre forme de diversion. On parle des événements de la vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui l'a bien marqué dans sa vie, qui a été très positif, votre dame?
Il y a eu son passage à la mairie. Ah, son passage à la mairie. Il y a les enfants. Ah oui, il y a les enfants, le mariage, les enfants. Oui. Et puis on était en ferme, donc elle a travaillé aussi là dans les travaux, traire les vaches. Elle aimait beaucoup ça, c'était une petite femme mais qui était très active. Et puis, Donc on peut lui parler de ça. Ah oui. Et ça l'apaise, Ah ça oui. la calme. Donc quand elle est seule, qu'elle est angoissée un petit peu, on peut lui parler de ça. Ah oui. Hein, ça va l'apaiser, ça va lui faire du bien. Je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Voilà. Elle a dû peut-être vous le Voilà. dire comme ça. Oui, oui, oui. À la ferme, ça s'est bien passé? Oui. 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 Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Puisque on savait ce qu'il faisait, vraiment ce qu'il faisait. Hein. Ah oui. Oui. C'était du bon travail alors? Ah oui, du bon travail. Oui. Oui. Oh, bah, c'est bien. Ben oui, c'est bien de voir. Ben oui. Ça rassure. Quand on voit ça, c'est vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Donc vous êtes contente? Ah ben je suis contente, oui. C'est bien. Jusqu'à temps qu'on m'arrête, qu'on me passe pas bien après. Oui. Il n'y a pas de raison. Monsieur Thépaut, qu'est-ce que vous me demandez? Je viens demander De rentrer chez vous? Pour repartir chez moi. Bon, alors, monsieur Thépaut, venez une seconde d'abord, je voudrais bien qu'on discute. 1 minute. Vous voulez bien? Oui. Je suis Yves, moi. Alors. Bon, dites-moi, j'aimerais bien vous demander 2-3 explications. D'accord? Regardez, ici on s'appuie et on est comme au bastingage d'un bateau. Ah bon? Non? Dites-moi, monsieur Thépaut, j'aimerais que vous me disiez sur quel bateau vous étiez. Oh, j'en ai fait plusieurs. Alors, c'était quoi le gros bateau? Les gros bateaux? Oui. Oh là là, j'ai fait d'abord le... Oui. Ah bon Dieu. C'est un bateau de guerre? Oh, un gros bateau de guerre. Un dragueur de mine? J'ai fait un dragueur de mine aussi. Ah, je le savais que c'était un dragueur de mine. J'ai fait un dragueur de mine aussi. Ah, vous me l'avez raconté une fois, c'était super. C'était à Bizerte? C'était bizarre. Ben, vous voyez que je connais les choses que vous m'avez dit. Ah, monsieur Thépaut, c'est sympathique, hein? Oui. Et oui. Et alors, vous étiez à Bizerte? J'étais à Bizerte. Et c'est là que vous avez rencontré votre femme. Ah, votre femme. Oui. Elle est sympa, hein? Gisèle? Oh, elle est adorable. Elle me casse les pieds. Vous, au moins, vous êtes franc. Ça, il ne faudra pas le dire. Pourquoi elle casse Non, les pieds, non, les non, gens? non, vous le elle savez. est très gentille. Elle est très gentille. Et alors, dites-moi, monsieur Thépaut, quel était votre métier quoi, sur le bateau? C'est marin? Oui. Mais commandant ou... J'étais commandant. Ah, vous avez commandé J'étais un... commandant. Oui. Bien plus tard, alors. Bien plus tard. Ah oui, bien plus tard. Bon. C'était après mon mariage, ça. Bon. Ça vous dit qu'on aille boire un petit coup d'eau? Oui. Hein? Je vais vous chercher un petit verre d'eau, puis on va boire un verre d'eau, non? Ça vous dit? Non, non, non. Non. Non, parce que je vais revenir. Oui. Ce soir. D'accord. Donc ce soir, on se donne rendez-vous. D'accord. Au revoir, monsieur Thépaut. Allez. Merci. C'est bon, alors là, ce que j'ai voulu montrer, c'est une conduite de diversion sur quelqu'un qui veut, à un moment donné, qui a un but, qui est fixe. Donc on le fait sortir de là. La deuxième, nous allons utiliser les capacités physiques de la personne, les capacités, les gestes qui sont appris et surappris. Regardez ces images. Ça fait plusieurs fois que vous nous dites que vous avez du mal à vous libérer un petit peu, parce que dès que vous tournez le dos, dès que madame ne vous voit plus, elle vous cherche. Oui. Et puis que du coup, si elle n'est pas maintenue dans le fauteuil, Oui. eh bien, elle se lève, et puis elle risque de se perdre parce qu'elle ne reconnaît plus la maison. Oui. Hein. Voilà. Alors, on réfléchissait à ça en équipe, c'est pour ça que je suis venue un petit peu aujourd'hui. D'accord, d'accord. Avec, vous savez, ce dont on vous a déjà parlé, là, les méthodes de humanitude, et on a des petits points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, déjà, j'ai remarqué que quand vous lui faisiez faire des choses avec les mains, par exemple écosser des haricots verts ou des choses comme ça, ça l'occupait. Ah oui. Et du coup, elle oublie son angoisse de plus vous voir. Ah oui. Hein? Ça s'appelle la diversion procédurale. Oui. C'est on fait faire des choses qu'elle sait faire ou qui l'occupent. Ah oui, puis qu'elle avait pratiquement perdu, ou que moi je le faisais faire, mais je ne le faisais pas le faire de la même façon dont les dames qui viennent chez nous
Vous ont appris à le faire faire. Voilà. Voilà, oui. Il faut quand même le dire, ça. Hein. Et puis comme ça l'occupe et elle oublie qu'elle ne vous voit plus, elle est moins angoissée. Ah oui. Hein? Alors, elle faisait toute la vaisselle l'autre fois, on le faisait toujours à la main. Alors maintenant, je lui fais essuyer les cuillères, fourchettes, couteaux. D'accord. Et ça aussi, ça le... Et ça le fait maintenant. Et ça l'occupe bien. Ah oui. Et elle est moins angoissée. Oui. Vous pouvez partir pendant ce temps-là un petit peu? Ah, je peux. Oui. Je pourrais. Donc ça marche, en fait. Oui. Hein? Ça marche pas trop mal. C'est une petite chose à côté. C'est qu'une petite chose à côté de tout ce que les personnes qui sont nées à la maison. Ah ben oui, mais c'est vous qui vivez avec elle 24 heures sur 24, c'est pas nous. Alors comment on va faire? Hein? On va les écouter. Ils sont beaux, dis donc. Hein? T'as vu? Alors comment tu fais, toi? Moi, je fais avec un couteau. Toi, tu fais souvent à la main, comme ça? À la main, comme ça. Tu fais, hein? Allez, vas-y. Allez, fais. Tu vas commencer à les écouter, hein? D'accord? Celle-là va bien, là. Là. Allez, fais, toi. Fais l'autre, là. Fais-le. Allez, fais-le. Non, t'en as, c'est d'un. T'en as, c'est d'un. Tu les fais comme ça. Voilà. Voilà. Tiens. Voilà, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Tiens, t'en fais un autre. Voilà. Allez, ce soir on va en faire, on va en ramasser, puis on fera ça. Un autre, on fera ça de soir, hein, d'accord? Voilà, c'est bien, tiens. Allez, on continue. Ils sont pas aussi longs que... Hein, tu l'as pas fait celui-là, tu vois, regarde. Je fais celui-là comme ça, là. Oui. Tiens, t'en fais un autre, là. Allez. Mets à côté, là. Tiens, fais celui-là, là. Allez, tu le fais. Là, puis, bon. Je fais comme ça, là. Oui. Voilà, c'est bien. Allez. La troisième technique de diversion est une technique qui s'appelle la technique de présence simulée. Regardez ces images, vous comprendrez. C'est vous qu'elle cherche. C'est vous qui la rassurez, en fait. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre présence. Non, mais c'est vrai. Heureusement que vous êtes là pour elle. Hein. On se disait que peut-être si on enregistrait quelque chose, votre voix, ou une image de vous, peut-être que ça la rassurerait. Ah, c'est possible. On pourrait peut-être essayer ça. Ah, c'est possible. Ah, c'est une autre forme de diversion. Ah, c'est une autre forme, oui. Ah, c'est par personne... Moi, je ne connais pas. C'est vous qui connaissez, je ne connais pas. Mais ça peut se faire. Je suis content, moi, de partir. Je pars une demi-heure dans l'autre jardin. Ben oui. Ou je vais chez un petit voisin. Ah, ben, c'est pas venu me voir. Ben, vous êtes inquiet parce que vous savez que vous laissez votre dame. Et puis, votre dame, ça l'inquiète de ne pas vous voir parce qu'elle a besoin de vous voir, de vous entendre. Donc, peut-être que ça peut... Oui, ça peut, oui. On va essayer, hein? Ah oui. Bon, je vais mettre, Léon, je vais mettre la télé pendant que je vais préparer la table. Hein, d'accord? Hein? Qu'est-ce que tu me dis que tu veux là? Oui. Voilà. Tu te rappelles toutes les chansons qu'on a fait la chorale, qu'on a appris, toutes les danses qu'on a appris? Et puis, il y en avait qu'on chantait tous les deux. C'est-à-dire, j'ai voulu planter un oranger, là où la chanson n'en verra jamais. Elle dit aux hommes qui te planter un oranger. Nous vous remercions vraiment de votre attention et nous espérons que ce moment que nous avons partagé ensemble va vous aider pour comprendre la maladie des personnes qui vous sont chères. Sachez quand même que les images que nous avons vues ne représentent pas forcément une évolution de la maladie classique. Hein. Chacun a son évolution de maladie et respectons-le, hein, bien évidemment. Hein. Mais ce qui est important pour nous aussi de dire, hein, Yves, c'est que il faut absolument que vous vous fassiez aider. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider dans cette évolution. Et faites-vous aider parce que vous nous avez aidés. Et parce que beaucoup de choses
que nous avons essayé de mettre au point et de notre expérience vient de vous, vient de ces trésors d'inventivité, d'adaptation que vous avez su développer, vous les aidants. Alors écoutez, main dans la main, aidants et professionnels, je crois, avec humanitude les uns avec les autres, et avec autant d'humanitude peut-être qu'avec les personnes que l'on aime et que l'on accompagne jusqu'au bout, et peut-être même debout. On se sent plus fort d'avoir échangé entre nous des problèmes, somme toute, communs. Et peut-être d'avoir quelques solutions. Alors, merci. On vous dit à bientôt, et encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous.
Vous voyez, un jour nous avons appris à aimer pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, et bien plus encore. L'amour qui s'était créé entre nous était tissé de ces innombrables liens, dont je n'ai pris conscience que lorsqu'ils furent définitivement rompus par cette maladie. Un de ces liens s'appelait complicité, un autre intimité, un autre connivence, un autre encore avait les couleurs de ses secrets et de ces instants fugaces dont nous étions les seuls détenteurs. Il tissait la trame de nos vies et nourrissait l'essence même de notre relation, où se mêlait l'affectif, l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel, et nous étions heureux ainsi. Et puis la maladie est venue en elle, en nous aussi. Alors, au début, je n'ai pas compris. Par paliers successifs, années après années, mois après mois, et presque jour après jour, ces liens se sont détruits. C'était trop absurde pour que je parvienne à assimiler ce qui se passait, ces moments d'angoisse, ces délires exacerbés par sa souffrance intérieure, ses cris, ses salissures et ce regard des autres. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire, j'étais désemparé, impuissant. Où chercher pour retrouver ce que j'avais perdu dans une relation qui ne semblait plus exister. Un sacrifice parce que vous pouvez faire une croix à tout ce qui est plaisir de la vie. Et puis il y a eu Martine, la jolie dame comme elle disait si bien. Elle m'a appris ce que voulait dire le mot humanitude. Le toucher, vous voyez qu'elle est bien décontractée ce soir, Marie. la parole, On parle, il n'y a pas de problème. le regard. Je crois qu'il faut aussi respecter ces moments de silence. Alors j'ai appris, En fait, il y a des moments où on sent que j'ai su. on l'a laissé dans ses pensées un petit peu. Et puis voilà, on ne peut pas non plus toujours vouloir la faire parler à tout prix. Tout ça, ça se respecte. J'ai compris qu'elle était toujours et quand même là, de chair et de vie. Je suis très bien avec lui. De vie et surtout de cœur. Depuis des années, les aidants, entre 300 000 et 2 millions de personnes. 30 000 cas de plus par an, tout est fait pour retarder. Et ainsi d'autres liens se sont alors construits, de tendresse et d'affection. J'emmerde cette maladie, car elle est toujours mienne, et elle le restera jusqu'au bout. Et nous serons encore et encore, toujours heureux ainsi. Alors quand j'avais fait ce film, je dirais que j'étais dans la révolte. Quand je disais que j'emmerdais cette maladie, oui, c'était par révolte. Et puis, quand je disais que malgré tout, on serait quand même heureux, en quelque sorte, c'était un défi. On est dans le domaine de la créativité. Toujours une espèce de qui-vive pour trouver la meilleure formule. Alors, humanitude et créativité vous amènent à être adepte du verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Alors, Madame Josse, effectivement, a eu une période où elle a été grabataire suite à une fracture de fémur. Et grâce à l'investissement de l'équipe et tout ce qu'on a organisé et mis en place pour la stimuler et pour la laisser debout, on est arrivé maintenant à faire en sorte qu'elle marche au minimum 20 minutes par jour. C'est un soin quotidien qu'il ne faut pas lâcher. Alors ces choses-là peuvent se faire à domicile,
avec l'aide de l'aidant naturel, de façon à ce qu'on maintienne le plus longtemps possible la personne debout. Tous les gens, on les fait marcher, ils peuvent rester debout jusqu'au bout, même à des stades avancés de la maladie. Vous avez des difficultés, madame, aujourd'hui, pour marcher? J'ai des difficultés, je marche très doucement. Et ce qui m'ennuie aussi, c'est que je dois toujours ennuyer ma belle-fille. Mais on va vous aider à vous expliquer comment vous pouvez vous relever d'un fauteuil, parce que ensuite, quand vous êtes debout, je crois que vous marchez quand même, d'après ce que j'ai compris. Très doucement, très doucement. Oui, mais vous marchez quand même. À peine, je fais un petit pas, un après l'autre, très très doucement. Mais vous allez voir, à force d'en faire des petits pas, après ça ira, vous en ferez de plus en plus et vous serez de plus en plus à l'aise. On en fait presque le pari, hein? Oui, d'autant que nous pouvons vous assurer, madame, croyez-nous, hein, à part quelques maladies rares qui existent quand même, les gens ne deviennent pas grabataires. Et puis il faut marcher aussi pour des raisons de santé, tout simplement. Vous savez qu'en marchant, en étant debout, vous allez améliorer votre circulation sanguine, vous allez améliorer votre respiration. Vous savez aussi qu'on est toujours en train de dire mais que les os des personnes âgées sont fragiles, donc c'est aussi une lutte contre l'ostéoporose, parce que le calcium qui est si important, il va se fixer grâce au mouvement. Et puis la force musculaire. En restant assis, sans rien faire, sans bouger, on peut perdre jusqu'à 15% de sa force musculaire. Vous voyez? Donc, par semaine. Par semaine, oui, tout à fait. Donc, par semaine. Vous vous rendez compte, hein? Donc, le mouvement, c'est vraiment la santé. Alors, vous voyez, c'est pas toujours très facile. Elle va y arriver, elle arrive sans. Bon, alors attendez, regardez, je vais vous montrer un petit truc. Hein? Avancez, laissez-moi avancer l'appareil. Voilà. Je vous le mets ici, attrapez les poignets, je mets le pied ici, là les poignets madame, je mets le pied ici et j'appuie et hop, ça lève tout seul. Alors? Ah, c'est bien. C'est bien? Oui, vous voyez que ça, oui. vous voyez que vous arrivez à vous lever sans problème. Ah, hein? oui. Bon, alors ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours votre déambulateur à proximité. D'accord? Regardez, placez-le comme il faut et vous allez essayer de vous lever entièrement toute seule. Un peu en avant, le déambulateur, pliez-vous en avant. Venez en avant, reculez vos pieds, et maintenant, levez-vous. Allez, allez, allez. Eh ben voilà. Vous y arrivez toute seule. Oui. Allez, essayez de marcher un petit peu, voir. Allez, encore. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller plus vite. Eh ben c'est bien. Bon, c'est super. Bon. Allez, c'est bien. On a tendance à... Viens, maman. Surtout pas. Hein? Vous lui donnez la main. Voilà, le bras est légèrement plié. Vous allez bloquer son genou pour éviter qu'il bascule en avant. Vous allez lui demander, pliez bien vos pieds en arrière, de basculer en avant, en avant, en avant, et vous attendez qu'elle pousse. Vous attendez, elle va pousser toute seule. Bien souvent, il faut qu'on soit deux pour faire marcher des gens. Hein? Voilà, alors quand il le faudra, il faudra que vous soyez deux, si jamais ça vient. Et puis sachez aussi que dans le soin à domicile, il existe aujourd'hui des appareils très simples d'utilisation, hein, qui permettent de tenir debout. On appuie sur un bouton, c'est une télécommande, vous avez une sangle qui passe là, et hop, vous tenez debout. Ça vous permet de rester ces 20 minutes debout, qui sont si importantes pour ne jamais devenir grabataire. Nous allons vous parler de la philosophie de l'humanitude dont nous sommes les auteurs avec Rosette Marescotti. Nous sommes deux anciens professeurs d'éducation physique et sportive. Nous avons quitté l'enseignement en 1979 pour nous consacrer complètement à la formation continue dans les établissements de soins, les hôpitaux, les maisons de retraite et aussi bien sûr les services de soins à domicile. Depuis 30 années maintenant, avec Rosette, nous nous occupons des patients qui présentent le plus de difficultés dans les hôpitaux ou dans les services de soins à domicile. Cela nous a permis de créer environ 150 techniques de toilettes, d'habillage, d'aide à la réhabilitation. Et les techniques, c'est quelque chose d'extrêmement utile
Mais au-delà de tout, ce qui nous a semblé important, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est d'écrire une philosophie de soins, la philosophie de l'humanitude. Ces 30 années d'expérience, ces 30 années de terrain, de confrontation avec la réalité, nous ont vraiment montré que ce qui était le plus important, c'était de laisser ouvrir son cœur. Chaque fois que nous agissions avec tendresse, nous avons pu nous rendre compte que les résultats étaient là avec les personnes dont nous nous occupions. Ainsi, nous avons pu constater dans les hospices d'antan que 80% des personnes grabataires arrivaient à remarcher. Bien sûr, pas forcément toutes seules, mais elles arrivaient à remarcher. Et tout cela parce qu'il y a de la technique, mais il y a aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de liens entre les personnes, le soignant et la personne qui est malade. La philosophie de l'humanitude est donc une philosophie du lien fort que l'on établit entre le soignant, l'aidant et la personne aidée. Nous avons étudié ces piliers relationnels en gériatrie ou à domicile, bien évidemment, lorsque on est avec des personnes qui sont un petit peu difficiles, lorsque la personne va refuser un soin, lorsque parfois elle va refuser de s'alimenter, lorsque parfois elle crie, lorsqu'elle va refuser une toilette qui nous semble indispensable. Et là, on va se rendre compte que les relations risquent de se modifier. Tout cela, nous l'avons étudié. Et le constat est là, et il est assez difficile. Nous avons mesuré que certaines personnes reçoivent moins de 120 secondes par 24 heures de communication verbale directe. Autrement dit, on leur parle moins de 120 secondes par 24 heures dans les institutions. De la même façon, on a mesuré des personnes qui pouvaient vivre sans un seul regard, mais un regard d'humanitude, les yeux dans les yeux. Et quant au toucher, il peut devenir très difficile parce que le soin sur une personne rétractée, sur une personne opposante, est quelque chose qui est en soi très difficile. Et cela peut aussi arriver à domicile, nous l'avons constaté. Cela nous montre bien que le cœur n'a rien à voir à l'affaire, que l'on tombe dans des pièges. Au fond, il est naturel de ne pas regarder, de ne pas parler, de ne pas vouloir toucher celui avec qui l'on est en conflit, celui qui nous pose de grandes difficultés. Oui, mais l'être humain a besoin de ces liens d'humanitude, de ces liens qui vont le relier aux autres hommes. Sans cela, s'il ne les a pas, ces liens-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on risque d'avoir ces symptômes continuer à s'aggraver. On peut voir la personne tomber dans ce que l'on appelle un syndrome d'immobilisation. Quand à cause de la maladie, les mots ne signifient plus grand-chose, le monde est parfois incompréhensible, le seul moyen de garder des liens forts, des liens d'amour, des liens de tendresse, c'est de travailler avec les piliers de l'humanitude, le regard, la parole, le toucher. Il nous semble que quand on a compris cela, quand on a compris que le cœur n'a rien à voir à l'affaire, quand on a compris qu'il faut réapprendre la relation, retrouver une relation normale, authentique, eh bien, on va voir la plupart des problèmes disparaître, tout simplement. En tous les cas, les plus gros problèmes disparaître. Voilà. En quelques mots, nous vous avons expliqué quelques éléments de la philosophie de l'humanitude, quelques éléments qui doivent nous permettre de rester, encore une fois, en lien d'amour, en lien de tendresse, en lien d'humanitude, les uns avec les autres, et cela, quelles que soient les difficultés. Et ce que nous savons, c'est que c'est possible jusqu'à la fin et pour tout le monde. Mais n'oublions pas le dernier pilier, la verticalité, qui doit nous permettre d'accompagner les personnes debout jusqu'à la fin. Et oui, parce qu'il y a 3 piliers relationnels, comme on l'a bien expliqué, le regard, la parole, le toucher, mais un 4e pilier peut être plus personnel, quand l'enfant se met debout. La fierté que tout le monde ressent autour de lui va l'aider à se construire. Et malheureusement, il se peut que la maladie, il se peut que la très grande vieillesse entraîne les personnes vers un chemin où il est difficile pour eux d'être debout. Alors, nous essaierons de les accompagner debout jusqu'à la fin. Allez, on est parti.
semaine, nos journalistes, qui sont spécialisés sur la gérontologie, le grand âge et le vieillissement, suivent l'ensemble de l'actualité de l'accompagnement des personnes âgées, des professionnels, des initiatives. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Yves Gineste et Rosette Marescotti, les auteurs de l'approche Humanitude, et que nous avons décidé de les accompagner dans le déploiement des enseignements auprès des professionnels. Donc notre équipe agevillage.com, chaque semaine, donc, suit l'ensemble de l'aide aux personnes âgées. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Il existe énormément de services d'aide qui sont directement impliqués dans les quartiers, dans les villages. Vous allez voir que ce soit autour de l'assistance, la téléalarme, les commerces, les services de santé, votre médecin, le médecin traitant, l'ensemble des services à domicile, les établissements d'accueil, il existe énormément d'aides locales qu'il s'agit de connaître pour pouvoir s'orienter vers elles le moment venu. Pour éviter les situations d'urgence, pour éviter de ne pas avoir le choix, de devoir prendre des décisions de manière un peu difficile, l'enjeu c'est d'être alerté, d'être toujours en alerte et de repérer des signaux qui peuvent vous dire que les choses sont en train de bouger. Par exemple, si l'alimentation de la personne bouge, qu'elle n'arrive pas à prendre ses médicaments correctement, qu'elle n'ouvre plus son courrier, qu'elle a des désintérêts, des comportements aberrants, que sa mémoire flanche de manière étonnante, qu'elle chute, qu'elle a beaucoup de maladies qui se répètent, là, il va vraiment falloir aller chercher de l'aide. La première personne à interroger et à alerter, c'est évidemment le médecin traitant. Et dans la foulée, allez chercher les services sociaux qui vont mettre en œuvre avec vous tout un plan d'aide. Concrètement, ça se passe en 3 temps. Il y a une évaluation de la situation de la personne. Il y a ce fameux plan d'aide qui va se dérouler et ce plan d'aide sera suivi dans le temps parce que les choses évolueront et il s'agira régulièrement de reposer les choses. Donc il existe différentes aides. Les aides sont destinées aux personnes âgées, fragilisées elles-mêmes. Mais elles peuvent aussi être dédiées aux aidants. Elles ne sont pas les mêmes, elles sont différenciées. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui concerne directement la personne fragilisée et ce qui va aider les aidants. Concernant les aides financières, la principale que l'on peut obtenir dès qu'on a 60 ans, c'est l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Cette aide, elle dépend du niveau d'autonomie de la personne. C'est en particulier le médecin traitant qui va participer à la grille, au positionnement de la perte d'autonomie. Ça s'appelle la grille Agir. Selon le niveau de perte d'autonomie, vous bénéficiez d'un niveau d'APA différent. Et selon vos revenus, vous participerez aussi au plan d'aide. Concrètement, ce plan d'aide va se dérouler globalement autour de l'aide au logement, l'aide à l'adaptation du logement. Il y a peut-être des marches à lisser, il y a besoin de barres d'appui, il y a besoin de revoir la salle de bain avec une douche plus accessible, il y a besoin de revoir la cuisine souvent. Donc toutes ces aides au logement peuvent être en partie financées. Les aides à domicile pour pouvoir faire les courses, faire à manger, faire le ménage, pouvoir être aidé à la toilette, etc. sont aussi financées dans le cadre de l'APA. L'APA peut aussi aider à bénéficier d'accueil de jour, de transport, d'hébergement temporaire ou d'hébergement collectif quand le moment s'en fait sentir. Concrètement, l'APA n'est pas la seule aide financière. Il existe aussi des aides directement proposées par l'action sociale des communes, l'action sociale des caisses de retraite, l'action sociale des mutuelles. Voilà, l'ensemble de ces aides est quand même assez vaste, assez complexe. Il faut pouvoir vous faire aider pour les connaître. Vous le voyez, les services sont nombreux, les aides sont nombreuses, il faut que vous ayez un interlocuteur. À jour en permanence, et les résidents des maisons de retraite peuvent maintenant donner leur avis sur leur maison de retraite. Vous pouvez retrouver leur notation directement sur notre annuaire. Voilà, l'enjeu c'est d'éviter l'urgence, c'est d'anticiper, c'est de prévenir le vieillissement. C'est par exemple de désigner sa personne de confiance, rédiger ses directives anticipées, bref, sentir que l'on peut vivre et vieillir debout jusqu'au bout, en humanitude, comme vous le recommandez Yves et Rosette. Surtout faites-vous aider, vous n'êtes pas seul.
Je suis sûre que vous avez des problèmes avec le goût. Grand-maman n'appréciait pas le sel avant. Et à présent, elle en met partout, elle en rajoute, elle sale. Dans tous les aliments, c'est du sel partout. Je me suis rendu compte finalement, durant cette formation, que tant que je ne me trouvais pas face à elle, dans son champ de vision, ma Puchon ne répondait pas. Donc, voilà, en me mettant là, ma Puchon répondait. Comment allez-vous, ma Puchon, aujourd'hui ? Alors, on va attendre 10 secondes. Voilà, il faut que le temps passe un peu. Comment je m'appelle? Non. Sur ces autres images, on voit une personne qui ne mange pas tout simplement parce qu'on lui a présenté des couverts et qu'elle ne sait plus s'en servir, elle ne reconnaît pas ces couverts. Il suffit de lui présenter l'alimentation de façon différente et la personne s'alimente toute seule. Gertrude, je voudrais vous poser une question. Oui, Quel âge vous avez, Gertrude? 18 ans et demi. Vous avez 18 ans et demi? Ben, c'est comme ça. Cette dame s'est calmée très rapidement. Nous lui avons donné une pelote de laine et elle, qui adorait tricoter, est rassurée par cette activité qu'elle a pratiquée toute sa vie. Je vais chercher des champignons, j'ai mon petit sac, je me penche pour ramasser 2 champignons et puis tout d'un coup, je me mets à crier, je commence à transpirer, j'ai mon palpitant qui bat très fort, je suis prête à partir. Puis tout d'un coup, je dis que je suis bête, c'est un bout de bois.
marcher un peu, maman? Non. Pourquoi? Il faut marcher. Allez, on va marcher un peu. Attends quoi? Il faut marcher. Hein? Vous voulez bien me donner votre bras? Voilà, je ne vais pas commencer une toilette avant de... Voilà, allez, tendez le bras, madame. Doucement, doucement. Oh, mais c'est fantastique, regardez. Ça vient tout seul. Voilà. Vous ouvrez doucement, j'appuie doucement, tout doucement. Je caresse ici, là, à l'intérieur. Bonjour Yvonne, on va faire la toilette. Ça va ce matin, bien dormi? Vous voulez bien qu'on aille à la salle à manger? Oui. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Oui, on peut y aller alors. Oui. Ah oui, sinon on ne vient pas, hein. Ah ben non, sinon on ne vient ah pas. Ben non, hein. Eh ben non. Je défais les freins du fauteuil et on y va alors. Hein? Bah, si je mets pas le fauteuil. Oui, on y va? En tant que médecin, je suis confronté très souvent à la problématique des patients Alzheimer. Je suis aussi médecin coordonnateur dans une maison de retraite et les techniques innovantes d'approche du patient sont certainement très utiles en ville pour aider tous nos patients et surtout les familles qui sont très désemparées pour aborder leur famille et leurs parents. C'est là que je faisais comme je pouvais. Hein? Pour dire à tenir debout peut-être, mais enfin sans plus. Ben oui, mais il restait quand même. Les EHPAD, les maisons de retraite, franchement, nous tout ça, il avait 57 ans à l'époque, donc déjà c'était un gros souci parce que je ne comprenais rien à tout ça. Et aucun interlocuteur. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai eu droit à une conférence sur l'humanitude. Alors l'humanitude, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en définitive, nous on se pose beaucoup de questions et on s'énerve beaucoup, parce qu'on a l'impression que nos malades sont capricieux. Et l'humanitude m'a permis de comprendre que non, ils ne sont pas capricieux, seulement il faut vivre à leur rythme. Il y a des moments où ils veulent, il y a des moments où ils ne veulent pas. Et depuis que j'ai eu cette conférence, je ne m'énerve plus, c'est-à-dire que je me tempère toute seule en me disant c'est pas Olivier, c'est Alzheimer, c'est pas Olivier, c'est Alzheimer, en se le répétant plusieurs fois, même si on voit qu'il y a beaucoup de dégâts dans les toilettes ou dans le couloir, ça permet de se calmer avant d'aller le trouver. C'est vrai que le fait d'avoir participé à l'humanitude, j'ai changé mon attitude, ce qui fait qu'il y a beaucoup de calme à la maison par rapport à ce qu'il y avait avant.
Je suis arrivée aussi à quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pratiquement jamais entendu. Tous les jours, je lui fais dire « Martine, je t'aime ». Et tous les jours, il me répète « Martine, je t'aime ». C'est un pas en avant, c'est une réussite, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque part, je trouve le mari que j'aurais voulu toujours avoir. Et maintenant, bon, ben, voilà, j'arrive à lui faire dire des choses sympathiques. On est souvent en câlin. Le dimanche, j'évite de faire venir les infirmiers. Il prend un bain. Je vais le câliner un peu plus que d'habitude. C'est vrai que j'essaie d'avoir un relationnel doux, calme. Voilà. Maintenant, c'est ma bataille à moi. J'ai appris ça, j'ai vu que ça marchait. Je continue dans ce sens-là. L'humanitude, j'y tiens. Je cherche des établissements pour le futur avec l'humanitude parce que j'estime qu'on doit les traiter avec douceur, avec calme, parce qu'on a le retour. Ils sont calmes, ils sont doux. Surtout dites, hein. Ah oui, il faut ne rien cacher. Ça paraît peut-être difficile, parce que pour nous ça a été difficile au départ. Quand on a fallu parler de ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais les enfants ils me disaient mais tu vois bien maman comment elle est, ben c'est vrai. Mais il faut en parler, il faut qu'on l'explique. Hein, vous le savez mieux que moi d'expliquer, mais il faut le dire. Il ne faut pas la cacher. Que voulez-vous? C'est une réalité. Cette maladie, elle est là.